Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, je voudrais effectivement vous accueillir. Je remercie mon collègue et ami Michel Zinc de me donner la parole quelques minutes, mais quelques minutes seulement, devant une audience très érudite, très internationale, européenne, mais aussi américaine. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici au Collège de France à l'occasion de ce colloque intitulé « Lire un texte vieilli du Moyen-Âge à nos jours ». Et ce colloque est organisé avec l'aide de l'association Balzan. Et vous savez que notre collègue Michel Zinc a reçu le prix Balzan. Et au fond, c'est l'une des manifestations que permet l'octroi de ce prix que de pouvoir organiser ici, même aujourd'hui, et demain à l'Académie, un institut. Vendredi, excuse-moi. Demain, c'est l'Académie française. Non, vous ne pouvez pas compétitionner l'Académie française, donc ce sera toujours le Collège de France, mais vendredi après-midi, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Voilà. Donc, il y a un grand regret quand on est administrateur et médecin, et donc un tout petit bout d'humanisme qui persiste quand même dans un médecin biologiste, c'est de ne pas pouvoir participer à un certain nombre de cours, de colloques, de symposia. Et c'est le cas aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être avec vous, mais les tâches administratives de la maison, surtout à l'heure actuelle, sont relativement importantes, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je vous souhaite réellement le meilleur, et sans plus tarder, je donne la parole à Michel Zinc, qui va réellement faire l'ouverture de ce colloque, et je vous souhaite le meilleur pour vos travaux. Merci. Avant de te lâcher, tu as encore 2 minutes, je vois, puis-je t'offrir ce volume qui est, alors c'est le livre qui sera présenté demain après-midi à l'issue de la table ronde. C'est le premier volume de la série L'Europe des philologues, l'édition des correspondances des romanistes, des médiévistes de la fin du 19e et du 1er 20e siècle, cette correspondance est éditée par le petit groupe de recherche que j'anime ici et publiée grâce à Lino Leonardi qui est là, voilà, grâce à Lino, de façon avec une élégance, un soin, comme seuls les Italiens savent faire des livres. Et c'est la correspondance de 2 de tes prédécesseurs, Gaston Paris et Joseph Bédier, sont aussi d'une certaine façon les miens, mais ils ont été tous les 2 administrateurs du Collège de France. Et la série va continuer, et elle s'inscrit aussi à côté d'une autre entreprise et d'un très gros volume qui paraîtra fin mai et qui est la publication par les soins de Pierre Toubert et de moi-même, avec la collaboration de beaucoup, dont certains sont ici, toutes les leçons inaugurales portant sur le domaine du Moyen-Âge et de la Renaissance, histoire, philologie, philosophie, histoire de l'art, depuis le début. De sorte que c'est l'histoire du Collège de France qui progresse de cette façon. Monsieur l'administrateur, à demain, comme font les Japonais quand ils donnent leur carte de visite. Merci beaucoup. Allez, merci. Donc, comme le rappelait gentiment Pierre Corvol il y a un instant, le colloque qui s'ouvre aujourd'hui est le premier de ceux que j'espère pouvoir organiser avec les fonds spécifiquement destinés à la recherche du prix Balzan 2007.
enfin ceux que j'espère organiser, peut-être pas trop, parce que Odile Bombarde, qui a tellement travaillé pour celui-là, souhaite vivement qu'il n'y en ait pas trop, pas un intervalle trop rapproché, surtout. Et ce colloque entre dans le cadre d'un programme dont le titre général est « Circulation des textes et milieux littéraires au Moyen-Âge ». Et c'est cette définition d'ailleurs qui permet à ce programme de s'associer, comme le fera aussi à l'autre bout chronologique Antoine Compagnon, à l'Institut européen d'histoire de la République des lettres de Marc Fumaroli, je cherche des yeux Claudio, et comme Madame Bréchignac, dans sa générosité, nous le permet. Donc, ce colloque entre dans le cadre de ce programme, Circulation des textes et milieux littéraires au Moyen-Âge. Il y entre, mais, me direz-vous, il y entre mal. Le titre, Lire un texte vieilli du Moyen-Âge à nos jours, montre assez qu'il ne se limite pas au Moyen-Âge. Et puis, c'est un titre d'une généralité inquiétante. C'est vrai, le thème de ce colloque est général, moins par son extension chronologique, moins parce qu'il induit en tentation de le rabattre sur la théorie de la réception elle-même fort générale, que parce qu'il touche non seulement à une expérience familière à tout lecteur, mais encore à l'expérience fondatrice qui définit la littérature. Mais c'est aussi son intérêt, bien sûr. Lire un texte vieilli, c'est ce que fait tout lecteur dès le moment où il lit autre chose que le journal du jour ou un roman de l'année. Et encore, vous voyez, la variation, journal du jour ou le roman de l'année, c'est que le vieillissement est inégal, c'est une des questions. Pour lire un texte vieilli, il suffit de prendre le journal d'hier, alors qu'il faut se reporter à l'essai de l'année dernière et au roman d'il y a 20 ans. Même les textes sont inégaux devant le vieillissement. Mais dans tous les cas, la distance créée par le vieillissement du texte suffit à elle seule ou presque à en faire, quel qu'il soit, de la littérature. La lecture d'un vieux journal éveille toutes sortes d'émotions plus intimes, moins définissables et en tout cas tout à fait différentes des émotions liées ou des pensées liées à la découverte des nouvelles du jour. Et que ne subsistent que des bribes de ce vieux journal. Et à ce moment-là, l'effet littéraire est à son comble. Vous savez que Bianchon et Lousteau en donnent dans la Muse du département une illustration fameuse. Il est vrai qu'il s'agit d'une œuvre contemporaine, mais ces membra desiecta, réduits à l'état de papier d'emballage, l'ont déjà rejeté dans l'oubli. Vous vous rappelez cette scène fameuse, l'insipide roman feuilleton dont les feuilles éparses ont servi à envelopper les épreuves de Lousteau, serait illisible, ridicule, comme œuvre nouvelle et complète. Mais quelque mépris ironique qu'il s'attire, ces fragments exhumés parlent à l'imagination, et les deux compères s'entendent à le faire paraître pour bluffer et mystifier le salon, comment s'appelle-t-elle ? C'est un Madame de Bargeton, enfin, la distance créée par le vieillissement du texte est la première cause qui fait de la littérature une expérience du temps et un arrachement à soi-même. Mais un arrachement à soi-même pour mieux se retrouver. Plus le texte est ancien, plus le lecteur s'étonne et se réjouit d'être touché par lui, d'être en harmonie avec lui, de se reconnaître en lui, alors que s'il s'agit d'un texte contemporain, ce transfert lui paraît être la moindre des choses. C'est ce qu'il en attend. De la même façon qu'on se réjouit de tomber à l'autre bout du monde sur un voisin que l'on croise avec indifférence chaque jour devant chez soi. Alors, vous me direz, voilà qui n'est guère flatteur pour le texte ancien. L'intérêt et le plaisir que nous y prenons tiennent pour une part au peu de crédit que nous lui faisons a priori, persuadés que nous sommes, que nous pourrons tout au plus
l'admirer de loin avec froideur, mais qu'il ne nous dira rien. Et qu'il nous dise tout de même quelque chose, voilà que nous nous extasions, que nous sommes surpris et ravis. Et comme toujours, c'est Proust qui décrit le mieux le phénomène, comme tout phénomène de cet ordre. Et je le cite, « Les gens du temps passé nous semblent infiniment loin de nous. Nous n'osons pas leur supposer d'intentions profondes au-delà de ce qu'ils expriment formellement. Nous sommes étonnés quand nous rencontrons un sentiment à peu près pareil à ce que nous éprouvons chez un héros d'Homère. » Je saute. Cet éloignement imaginaire du passé est peut-être une des raisons qui permettent de comprendre que même de grands écrivains aient trouvé une beauté géniale aux œuvres de médiocres mystificateurs comme Ossian. Nous sommes si étonnés que des bardes lointains puissent avoir des idées modernes que nous nous émerveillons si, dans ce que nous croyons un vieux chant gaélique, nous en rencontrons que nous n'eussions trouvé qu'ingénieuses chez un contemporain. Un traducteur de talent n'a qu'à ajouter à un ancien qu'il restitue plus ou moins fidèlement des morceaux qui, signés d'un nom contemporain et publiés à part, paraîtraient seulement agréables. Aussitôt, il donne une émouvante grandeur à son poète, lequel joue ainsi sur le clavier de plusieurs siècles. Ce traducteur n'était capable que d'un livre médiocre, si ce livre eût été publié comme un original de lui, donné pour une traduction, il semble celle d'un chef-d'œuvre. Donc l'observation en apparence toute simple, à propos de laquelle je cite ce passage, comme ce passage lui-même sait en montrer la complexité. D'un côté, les gens du passé nous semblent infiniment loin de nous, et l'éloignement du passé est imaginaire. Il faut en déduire que, contrairement à cet éloignement illusoire, le passé, pense Proust, est en réalité proche. Mais, d'un autre côté, nous sommes plus indulgents, moins difficiles envers la littérature du passé qu'envers celle du présent. Nous lui sommes éperdument reconnaissants du peu qu'elle nous offre et auquel nous accordons un prix que nous refuserions à un auteur contemporain. On croit comprendre, en lisant ce passage, que les gens du passé n'étaient pas différents de nous, mais que leur littérature ne saurait donner d'eux qu'une image sommaire, rigide, dans laquelle nous nous réjouissons et nous extasions de nous reconnaître malgré tout. Et Proust, entraîné par l'exemple d'Ossian, développe cette idée dans l'unique perspective du médiocre auteur moderne qui réussit à faire admirer cette pauvreté sous le déguisement d'oripeaux anciens ou sous le prétexte de la traduction. Comme si, au contraire de ce qu'il vient de dire, il n'était pas certain que les textes anciens puissent nous toucher. Ce qui nous touche en eux, c'est le neuf artificiellement patiné qui introduisent le faussaire ou le traducteur. Alors comment le philologue au sens large, au sens germanique, ne se sentirait-il pas visé ? Sa compréhension d'une langue morte ou vieillie, son habileté à ressusciter les effets oubliés devenus indiscernables aux profanes d'un art littéraire émoussé, érodé, comme terni. Sa science qui décèle les allusions ou les sources qui nourrissent l'œuvre ancienne, qui décèle 1000 finesses qui en font l'ornement ou la profondeur, et que le temps et l'oubli auraient sans elle rendu indiscernable. Tout cela dont il est si fier, tout cela qui est si difficile, ne serait que facilité. S'il n'était pas protégé par ces vieux textes, s'il devait monter en première ligne et payer de sa personne, il apparaîtrait, ce philologue, nous autres, dans sa médiocrité, dans sa platitude. On émerveille à bon compte avec des textes anciens. On s'émerveille à bon compte devant les textes anciens. Peut-être, mais cet émerveillement a son mérite. Marc Fumaroli approuve, si je m'en souviens bien, les partisans des anciens, moins d'avoir cru à une supériorité dans la querelle des anciens et des modernes. Il admire les partisans des anciens, moins d'avoir cru à une supériorité objective des lettres antiques, que d'avoir préféré
l'indépendance et la générosité de l'esprit qui idéalise le passé et s'en fait un modèle qui prête aux besoins au passé, d'avoir préféré cela à la servilité qui flatte le présent et qui l'idolâtre. Faire crédit aux textes anciens de ce que les efforts de notre science et de notre sensibilité y découvrent, admirer le monument que nous construisons peut-être en partie en même temps que nous l'exhumons, sans méconnaître la part, et l'admirer sans méconnaître la part qui nous revient dans cette construction, et en tentant sans cesse de la corriger, de la réduire. Mais pour la corriger et la réduire, il faut la reconnaître. C'est à la fois le plus et le mieux que nous puissions faire dans notre dialogue avec les œuvres du passé. C'est ainsi, en tout cas, que nous parcourons la distance qui nous sépare d'elles et que tout à la fois nous en prenons la mesure et nous la réduisons. Cette distance, disais-je, est essentielle à l'idée que nous nous faisons de la littérature. Et elle l'a toujours été. Il n'y a pas une littérature qui serait la littérature contemporaine, puis on va récupérer aussi la littérature du temps passé. La littérature, c'est d'abord la littérature du temps passé, et la littérature contemporaine n'existe que par une sorte d'excroissance. C'est un truisme tel que j'ai honte de l'énoncer, de dire qu'il n'existe il n'existe sans doute pas au monde de civilisation dont la littérature ne s'enracine pas dans des poèmes, des légendes, des récits, des mythes supposés issus du passé le plus reculé. Chez les peuples sans écriture, la profondeur de ce passé est sentie de façon d'autant plus aiguë qu'il est constamment actualisé dans la récitation ou le chant. C'est un passé perçu comme d'autant plus lointain qu'il ne peut être appréhendé que dans le présent. Dans les civilisations de l'écriture, et particulièrement dans la nôtre, tout repose sur un corpus de poèmes autour desquels s'est élaborée l'idée de littérature. Ces poèmes, ils ont servi à enseigner la littérature ainsi que beaucoup d'autres connaissances, ainsi à un moment donné que toutes les connaissances, à une époque où ils étaient déjà vieillis. Et ils ont joué ce rôle parce qu'ils étaient déjà vieillis. Il a sans doute existé une époque, c'est même certain, où les poèmes homériques étaient jeunes. Mais ils ont été établis dans le rôle fondateur. Ils ont commencé à jouer leur rôle alors qu'ils étaient déjà anciens et alors que leur langue était déjà vieillie. Et ils ont été institués dans ce rôle pour cette raison même. Un petit Athénien du 5e siècle ou du 4e siècle apprenait la lecture et le chant, apprenait l'histoire et les mœurs des dieux et des hommes dans des poèmes dont la langue était aussi éloignée de celle qu'il parlait que l'ancien français l'est de la nôtre. C'est leur ancienneté congénitale, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a assuré aux poèmes homériques leur perpétuelle jeunesse. L'écoulement des siècles n'a longtemps eu pour effet que d'atténuer, au lieu de l'accroître, la timidité à l'égard de leur langue archaïque. Aucun auteur du 5e ou du 4e siècle avant notre ère n'aurait eu l'idée d'écrire dans la langue d'Homère, comme le fait 1000 ans plus tard, avec une application de maître d'école, ce qu'il était en effet, Quintus de Smyrne, au IVe siècle après Jésus-Christ, dans la suite d'Homère, ou, comme le fera encore au siècle suivant, mais enfin beaucoup plus librement, et d'ailleurs beaucoup mieux, Nonos. Certes, l'activité poétique est vieille comme le monde, mais la conscience de soi de la littérature, pour reprendre le beau titre des colloques d'Yves Bonnefoy, la conscience de soi de la poésie, la conscience de soi de la littérature tient, il faut bien le reconnaître, à l'activité du professeur. Ce maître
qui, dans cette école athénienne, faisait apprendre Homère par cœur et en même temps la langue homérique. La littérature est formée d'abord par les classiques, corpus de textes anciens jugés de la première classe et donc dignes d'être enseignés dans les classes, ce dont Roland Barthes faisait un jeu de mots et qui est l'étymologie même. Ce qui définit la littérature, c'est le canon, qui ne retient par définition que des textes déjà vieux, un peu vieux, mais tout au moins assez vieux pour avoir le temps de devenir canoniques. Autrement dit, ce qui définit la littérature, c'est la distance créée par le vieillissement du texte. Cette distance est à la fois subie et goûtée. Elle est subie, bien sûr. Elle rend le texte ancien difficile. Elle est source d'incompréhension et de malentendus. Mais elle est aussi goûtée. Le vieillissement de la langue et le dépaysement du passé sont pour le lecteur un charme supplémentaire, un charme qui ajoute au malentendu, puisque le texte n'est pas né vieux et qu'il a été écrit pour ses contemporains, mais un charme auquel il est difficile de résister et qu'il est plus difficile encore d'isoler des qualités intrinsèques qui nous séduisent dans l'œuvre. Pour nous, et s'agissant des langues de l'Europe, c'est en suivant nos littératures depuis leur naissance médiévale que nous pouvons le mieux mesurer à quel point la lecture d'un texte vieilli pose les questions centrales de la littérature. Et d'abord en considérant la vie de ces jeunes littératures au Moyen-Âge même. Écrites dans des langues nouvelles, comme les langues romanes, ou dans des langues qui accèdent seulement alors au statut de langue couramment écrite, comme les langues germaniques, avec l'introduction de l'alphabet latin, elles ne devraient guère être elles-mêmes confrontées à leur passé littéraire, qui soit n'existe pas vraiment, puisque les langues sont jeunes, soit n'est pas saisissable. Mais elles suggèrent cette confrontation, comme je l'ai dit ailleurs, mais vraiment je radote, en mettant délibérément l'accent sur une tradition ancienne dont elles prétendent s'inspirer, soit dans la même langue, soit dans une autre. Dans une autre langue, le latin, le breton, c'est le cas qui nous est le plus familier. Dans la même langue, tel est le cas si saisissant de la littérature norroise, heureusement qu'Hélène Tétrel est là pour nous en parler, dans son effort poétique et didactique pour conserver la mémoire de son ancienne poésie et de ses règles en même temps que celle de son ancienne mythologie. Conserver la mémoire de ce qui va disparaître, de ce qui a presque disparu, ce grand réflexe de l'ethnologie, ce réflexe fondateur, peut-on dire, de l'ethnologie, est un ressort poétique majeur des lettres médiévales. Systématiquement, elles appâtent leur lecteur en lui proposant un texte vieilli. Et confronté, comme c'était le plus fréquemment le cas, bien sûr, au texte de l'Antiquité latine, classique ou chrétienne, le lecteur médiéval, selon l'époque, selon sa culture, selon la langue qui était la sienne, sa propre langue et l'état de sa langue à un moment donné, pouvait avoir le sentiment soit d'un état ancien, soit d'un état savant de sa langue, soit d'une autre langue, soit d'un texte vieilli, soit d'un texte étranger, soit d'un mélange. Mais le Moyen-Âge, qui voit apparaître et se développer les littératures écrites dans les langues romanes et germaniques, le Moyen-Âge est une période très longue. Un moment vient où l'on passe d'un état de la langue à un autre et où nous nous sentons obligés de distinguer entre l'ancien français et le moyen français, par exemple. Un moment vient où la langue des plus anciens textes est sentie comme vieillie. Que faire alors ? Recopier tel quel ou avec des aménagements mineurs les textes anciens,
c'est le choix des manuscrits du XIIIe, du XIVe siècle, parfois du XVe siècle, qui conservent des œuvres du XIIe ou du premier XIIIe siècle. Adapter les œuvres au goût du jour, les réécrire dans une langue et sous une forme moderne, c'est le choix des mises en prose, par exemple. Continuer à user délibérément, pour certaines formes littéraires, d'un style et d'une manière vieillie, c'est longtemps le choix des chansons de geste, qui sont une forme conservatrice. L'étude de la littérature médiévale permet de saisir ainsi le moment où une langue prend conscience de son propre vieillissement et d'étudier les réponses apportées par la littérature, soit aux difficultés, soit aux effets nouveaux nés de ce vieillissement. La ballade en vieux langage français de Villon, dont peut-être Jacqueline Cerqueglier-Toulet nous parlera tout à l'heure, montre à la fois que le poète est sensible au charme de ce vieux langage et qu'il le maîtrise assez mal. Au charme de ce vieux langage, quel charme! Le début de cette ballade rappelle par sa tonalité celle que Villon offre à sa mère pour prier Notre-Dame. Nous avons l'impression que ça la rappelle, mais est-ce notre lecture anachronique d'un texte vieilli qui nous fait soupçonner que le vieux langage est associé à la simplicité de l'expression et de l'imagination, qui marque le début de la ballade en vieux langage français et celle pour prier Notre-Dame. Mais nous nous trompons dans ce domaine si facilement. Nous aimons la chanson de Roland, le Moyen-Âge aussi, à en juger par le succès durable de la légende. Mais nous aimons surtout la rudesse et le laconisme de la vieille version d'Oxford, même si nous n'enfourchons pas le cheval de Bédier complètement. Or, ces traits disparaissent dans les versions ultérieures que le Moyen-Âge ne cesse de réécrire. Et les versions ultérieures s'acharnent à les faire disparaître. Ce n'étaient donc pas ces traits qui plaisaient. Le texte plaisait, nous croyons, ou la légende plaisait, nous croyons en accord avec le Moyen-Âge, et voilà que nous sommes en désaccord sur ce point fondamental de l'art littéraire. Il y a tant à dire sur l'attitude du Moyen-Âge face au vieillissement de sa propre littérature, mais plus encore sur la suite, mais rassurez-vous, c'est une figure de rhétorique, et j'ai bientôt fini, sur la fortune de cette littérature médiévale qui offre aux langues modernes l'occasion de se comparer à leur état le plus ancien. Le tableau de Anselm Feuerbach, qui illustre, grâce à Odile Bombarde, le programme et l'affiche de ce colloque, donne à voir cette continuité dans la lecture du texte vieilli. Le peintre du XIXe siècle imagine, en lisant le vieux poème de Dante, cette lecture par Paolo et Francesca du roman déjà ancien qui fut leur Galéo, tandis que nous contemplons ce tableau désormais ancien. Face à la littérature médiévale, celle de l'époque moderne et contemporaine a adopté toutes les attitudes, emprunté toutes les voies, le rejet, la modernisation, la traduction, la restitution, la conservation, l'imitation. Les exemples que je donnais dans le petit texte liminaire de ce colloque le montrent. La bibliothèque universelle des romans, les poèmes de Clotilde de Surville, la légende des siècles, les contes drôlatiques, les adaptations de récits et de poèmes médiévaux pour la jeunesse, le Tristan et Iseult de Bédier, qui a été un des best-sellers de tout le XXe siècle, la traduction de la Divine Comédie en ancien français, si l'on peut dire, proposée par André Pézard, sans parler des éditions critiques, des éditions modernisées, des éditions accompagnées de traductions, des traductions seules, des choix opérés par ces traductions, des différents publics visés. Chacune de ces œuvres, chacun de ces choix pourrait faire l'objet d'un colloque, de plusieurs colloques. Et dans le seul domaine français, on voit la matière est considérable, d'une variété extrême. Et que dire si l'on envisage les autres pays ?
l'Angleterre, avec la première modernisation opérée par Mallory et sa conséquence qui a été le succès durable et sans solution de continuité de la matière arthurienne à travers toute l'époque moderne. L'Allemagne, avec l'enracinement médiéval de la poésie romantique, puis l'influence de Wagner. L'Italie, où l'on pourrait presque dire que la langue du jeune État a été choisie pour permettre la lecture de Dante. L'Islande, qui prétend parler encore la langue des sagas, et qui le fait à peu près, si je comprends bien. La Finlande, où le Kalevala est une œuvre du XIXe siècle, et pourtant l'enracinement le plus lointain. De cette énumération en forme de fatras, qu'il me soit permis d'extraire pour finir 2 éléments. Le premier touche à l'histoire de la sensibilité littéraire. Le second, sur lequel je conclurai, met en jeu notre responsabilité. Il porte sur les conséquences et sur les implications de nos choix à nous qui avons pour mission de faire connaître la littérature du passé, de la garder vivante et féconde. J'ai insisté jusqu'ici sur le vieillissement de la langue, source de difficultés, de charme, de malentendus. Mais cette attention même au vieillissement de la langue et de la matière littéraire et de la manière littéraire elle-même, cette attention a varié. La littérature médiévale n'a pas été aussi oubliée qu'on le dit, tout le monde le sait maintenant, à l'âge classique. Le roman de la Rose, les chroniques de Froissart, certains romans de chevalerie n'ont jamais cessé d'être lus. Les efforts et les progrès accomplis par le XVIIIe siècle dans la connaissance de cette littérature sont considérables. Pourquoi les efforts savants et les progrès savants? Pourquoi est-ce au XIXe siècle que nous faisons crédit de la redécouverte du Moyen-Âge? Bien sûr, à cause de son invention des méthodes rigoureuses de la philologie. Mais, en fait, elles ne se répandent guère avant les années 1840 en Allemagne et ni avant les années 1870 en France. En réalité, nous prenons aussi en compte l'histoire du goût, qui n'a rien à voir avec le progrès scientifique, qui parfois le contredit. Le romantisme, qui est sensible aux effets d'ancienneté et aux effets de sensibilité. Le romantisme est sensible à la distance qu'introduit le vieillissement de la langue. D'où, enfin en dépassant beaucoup le Moyen-Âge, Gaspard de la Nuit, d'où les contes drôlatiques, d'où la tradition tenace des contes ou des adaptations d'œuvres médiévales écrits dans le style Noble Seigneur et Gentes Dames. Le XVIIIe siècle, au contraire, conservait la matière, la connaissait très bien, mais modernisait le style. La Bibliothèque universelle des romans, l'adaptation par Caylus de Tyran le Blanc, qu'a publié il y a quelques années Marc Fumaroli, le montre. Disparaît ainsi ce qui incarne à nos yeux dans le texte la profondeur du passé. Nous ne voyons pas le XVIIIe siècle comme aimant le Moyen-Âge parce que nous ne reconnaissons ni le style du Moyen-Âge ni une imitation du style médiéval dans le Moyen-Âge du XVIIIe siècle. Mais il y a plus troublant. Le XVIIIe siècle donne bien l'impression parfois de vouloir capturer le style ancien. Mais en réalité, il ne le fait pas ou il n'y parvient pas. Le style troubadour cultive la forme de la romance narrative, comme le fait la ballade du Sturm und Drang. Mais c'est un style de son temps. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur le mot romance. Lorsque Mendelssohn intitule des pièces Lieder ohne Wort, eh bien, il se situe par rapport à Schubert. Et le mot Lied est chargé de tout ce que Schubert et les musiciens autour de lui y ont mis. Mais lui, il n'y a pas de parole. Bon. Mais lui-même, Mendelssohn, traduit son expression en français sous le titre, avant Verlaine, Romance sans parole. Mais romance renvoie à autre chose que Lied. Romance renvoie au style troubadour du XVIIIe siècle français, la sensibilité
du mot romance est différente. Et du coup, on a beaucoup reproché, alors 40 ans plus tard, à Karl Barth, le titre de Ad Französische Romanzen und Pastorellen. Qu'est-ce que c'est qu'une romance, etc. Mais aussi, qu'en pensait Barth? Barth connaissait le mot romance et toutes ses implications. Il connaissait Mendelssohn, il connaissait les leaders, il connaissait tout cela. Quelle était l'association qui se faisait dans son esprit? Pardonnez-moi, je ferme la parenthèse. Mais il y a mieux que cette histoire des romances. Les poèmes de Clotilde de Surville, donc attribués à cette prétendue poétesse du XVe siècle et publiés par Charles Vanderbourg en 1803, sont, comme on sait, un faux à peu près contemporain de cette publication. Il vient d'y avoir une ultime mise au point très rigoureuse d'Angelica Riga sur la question. Bon. Ce faux est si soigneusement élaboré qu'il est accompagné d'une biographie circonstanciée de Clotilde et que chaque poème est édité avec un appareil de variantes et de notes explicatives et de notes de langue pour expliquer l'ancien français. Les graphies, certaines expressions, sont évocatrices, certes, du moyen français, mais le style, la pensée, la sensibilité, les images, l'utilisation de la mythologie, et il faut bien le dire, le gros de la langue, sont du XVIIIe siècle finissant et ne font aucun effort pour donner le change. Le faux a certes été rapidement percé à jour, mais on l'a jugé ingénieux, on l'a jugé convaincant. Certains s'y sont laissés prendre. Par exemple, Naudier, mais Naudier avec tellement d'enthousiasme qu'on a pu le soupçonner d'être l'auteur. Enfin bon. Ou d'être mêlé à la supercherie. Voilà un cas où la production pourtant minutieuse d'un texte vieilli s'accompagne d'une indifférence à la plupart des indices du vieillissement et d'une méconnaissance de l'art littéraire de l'époque pastichée. Que pourtant on aime, on lit, on imite. Je conclus sur une question qui ne relève pas d'histoire littéraire, mais qui se pose à nous aujourd'hui. La distance créée par le vieillissement du texte est certes goûtée et entre dans le jeu de l'esthétique littéraire. Mais s'il faut répéter cette évidence, elle est aussi et d'abord subie. Elle est source d'incompréhension. Les textes anciens s'éloignent et ils s'éloignent de plus en plus vite. Nos contemporains ne peuvent les lire que si nous les équipons de tout un appareil, introduction, explication, notes, et dans les cas extrêmes, modernisation du texte ou traduction. Tout un appareil qui rapproche le texte du lecteur, mais qui en même temps élève entre le texte et le lecteur un écran. Et c'est ainsi que nous sommes placés, nous, philologues, éditeurs de textes, historiens de la littérature, nous sommes placés devant des choix qui ne sont pas seulement des choix pratiques, mais qui mettent en cause ce que nous attendons du passé. L'éditeur moderne peut choisir de rendre sensible la distance qui nous sépare d'un texte ancien, en conservant la langue, les graphies, la ponctuation jusqu'à la mise en page d'origine. Il privilégie alors la compréhension historique. Ou cette distance, il peut choisir de la réduire en facilitant la lecture autant qu'il est possible de le faire. Il privilégie alors la relation entre le texte et le lecteur. La première attitude est une attitude d'historien. L'important est de comprendre une époque. Peu importe que l'effort exigé réduise le nombre des lecteurs, puisque de toute façon, sans cet effort, la lecture est sans valeur. La seconde attitude est une attitude de littéraire. L'important est que les textes vivent encore, qu'ils soient encore lus, goûtés, aimés, qu'ils contribuent à l'enrichissement et au plaisir de l'esprit de nos contemporains, qu'ils soient associés à leur conscience du monde. Et peu importe que cette lecture entraîne, ou moins importe, entraîne des distorsions, voire des erreurs, puisqu'aussi bien l'éloignement dans le temps en crée fatalement jusque dans l'esprit de l'érudit le plus savant et le plus scrupuleux. Et puis, après tout, l'art littéraire est la vie
d'aujourd'hui de la littérature se nourrit de ces distorsions. La question se pose, et cette discussion, nous l'avons eue, Roger Chartier, Antoine Compagnon et moi, un jour dans mon bureau, alors que nous parlions de ce colloque qui se préparait. La question se pose d'autant plus que les formes de la culture et que les langues elles-mêmes changent aujourd'hui à une telle vitesse que la fuite des textes vers le passé en est soudain accélérée. Le canon s'est effondré. Les œuvres littéraires vieillissent presque à la vitesse d'un journal, pour reprendre la distinction que je faisais au début. Il faut mettre des notes de langue quand on édite des romans de Balzac. Et on s'aperçoit à quel point c'est nécessaire. Balzac est presque aussi loin que Rabelais, que Villon. Les modes même de la lecture et d'une façon générale de l'appréhension du réel et de l'imaginaire se modifient, et dans des directions d'ailleurs souvent inattendues que nous n'arrivons pas à prévoir au rythme de la révolution numérique. Si bien que les questions posées par la lecture d'un texte vieilli tendent à devenir les questions mêmes de toute lecture. D'où ce colloque. Je vous remercie.